Jordan Bill, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Et merci à toi. Avec grand plaisir. Alors tu nous immerges dans le bleu du monde, ta dernière exposition visible à Tropicatrium jusqu'au 13 décembre prochain. Nous allons évidemment découvrir quelques-uns de tes clichés. Mais avant, tu as choisi une phrase extraite du roman Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier. Une variante philosophique du mythe de Robinson Crusoe. La phrase dit « Gardez-vous de la pureté, c'est le vitriol de l'âme ». La phrase est dite dans le roman à Robinson pour l'encourager à s'affranchir de ses carcans moraux. Est-ce que cette phrase a la même signification pour toi ? Alors, on rentre directement dedans. C'est vrai que c'est une phrase qui arrive au début du livre, dans cette espèce de process initiatique qui va vivre juste avant. Je crois que c'est le capitaine du bateau qui dit ça juste avant le naufrage. Oui, tout à fait, du bateau hollandais, tout à fait. Et cette idée des carcans moraux, certes, mais je le vois plus large que ça. C'est une phrase qui a... J'ai pas réussi à l'interpréter de prime abord quand je l'ai lu. Et ça a pris, je sais pas, 3 ans pour qu'elle prenne une résonance, vraiment. Et moi, je la lis à... Comment dire ? Elle a beaucoup de sens pour moi, mais j'ai toujours du mal à mettre des mots dessus, donc c'était un peu particulier de la choisir, mais justement, mais ça résonne bien avec le titre de l'expo aussi. Et dire, c'est... Moi, la pureté, c'est ce que je viens opposer justement à la vie, en fait. Pour moi, la vie et tout ce qu'on peut construire, et en particulier dans le domaine artistique, justement, qui est comme un parallèle de la vie, certainement, ça se construit dans l'emmêlement, dans l'intrication, dans des contraires qui cohabitent, et pas dans une pureté, justement. Et pas dans quelque chose de lisse, en tout cas. Ouais, ça peut être lisse sans que ce soit... Pour moi, c'est vrai que la pureté, je lis ça plutôt à la mort, à quelque chose qui est inerte, quelque chose qui ne se mélange pas, justement. D'accord. Ouais. Alors justement, ta dernière exposition, personne n'entre dans le bleu du monde sans y être initié. On va espérer que tu vas nous y initier. Donc, elle est visible à la galerie André Arsenec, donc à Tropique, je l'ai dit, jusqu'au 13 décembre. Ton exposition se décline en 3 séries de clichés. La première, intitulée Corrosion, tu y représentes notre insularité que tu rebaptises illéité, en altérant des photos de paysages. Alors justement, explique-moi déjà pourquoi ne pas être resté sur le thème insularité. Qu'est-ce que l'illéité a de plus ? L'insularité, c'est une condition physique, c'est le fait d'être sur une île. Ce qui me plaît dans ce terme illéité, que je n'ai pas inventé, qui est un terme de géographe, justement, même s'il est très peu utilisé. Mais très pointu, tout de même. Un terme très pointu, je te confirme. C'est que, quand je suis tombé dessus, j'étais assez content, parce que j'ai à cœur à ne pas m'enfermer ou enfermer le travail en Martinique. C'est un ancrage pour moi, je suis né ici, j'ai toujours vécu ici, donc vraiment ma pratique s'est construite ici. Mais quand on parle d'insularité, on le referme à une condition géographique, alors que l'illéité, justement, c'est l'ensemble des représentations et des sentiments qui sont liés à ça. Et j'aime bien l'idée de dire que c'est tout le concept de l'île comme laboratoire, dire qu'on a des problématiques en Martinique, ou sur les îles en général, qui sont peut-être des problématiques qu'on peut retrouver dans d'autres endroits sur Terre, mais qui vont être rendues manifestes sur l'île, qui vont être comme un condensé. Mais finalement, c'est l'idée d'aller chercher des ouvertures plutôt qu'un enfermement sur l'île. L'autre idée, c'est aussi de dire que le paysage naturel n'existe pas. C'est-à-dire ? Alors ça, c'est un peu le point de départ de tout le travail. Donc l'exposition a réuni 3 séries. Les 3, ce qu'elles ont vraiment en commun, c'est un travail sur le paysage, sur le concept même de paysage. Et le point de départ, c'est d'abord de l'intuition. C'est d'abord moi qui arrive par pure intuition, en tentant des choses, à venir altérer mes négatifs, à venir faire des interventions dessus, à abîmer mes photographies. Et ensuite, j'ai eu un espèce de retour réflexif. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Dans quel cadre ça se met ? Est-ce que je manque pas de probité par rapport au médium, etc. Et je suis tombé sur c'était assez précis, sur les cours au Collège de France de Philippe Descola. Oui. Anthropologue, oui, tout à fait, qui est d'ailleurs assez connu pour son travail de recherche de terrain en Amazonie. Précisément, oui. chez les Achuar. Oui. Et Philippe Descola qui est venu vraiment remettre en question cette distinction qu'on fait tout le temps entre la nature et la culture. Il a eu pas mal de presse récemment parce qu'il était sur tous les plateaux pour dire que la nature n'existe pas. C'est un peu plus compliqué que ça, vraiment, quand il rentre dans les détails, mais j'aime beaucoup cette prémisse. Et il a fait toute une série de cours autour de la question du paysage, et avec cette idée qu'un paysage, naturellement, ça n'existe pas. C'est-à-dire que pour voir un paysage, il faut ce qu'il appelle des schèmes perceptifs, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse savoir ce que c'est qu'un paysage. Il faut qu'on ait eu des éléments de culture avant pour pouvoir voir un paysage. Et le contre-exemple qu'il donne à ça, c'est que justement, une bonne partie des peuples amazoniens ne voyaient pas le paysage en fait comme nous. C'est juste cette idée de...
on domine un espace qu'on voit depuis en haut, qu'on ordonne par rapport à la perspective. Ils ne répondent pas du tout à ces critères-là. Donc moi, partant de là, ça m'a fait remettre un peu en question ma pratique de la photographie, mon utilisation de l'appareil photo qui est fait juste pour émuler la vision humaine, donc qui a des limites intrinsèques. Et ça m'a ouvert des ouvertures. Et en tout cas, ça t'a donné envie aussi de repousser certaines limites. Ta deuxième série est issue d'une résidence artistique que tu as menée en Guyane. Lors de ton séjour là-bas, tu as travaillé sur l'opacité du lieu. Oui. Éclaire-nous. Quand on parle d'opacité, ça va être... Bon, le jeu de mots était facile, oui. Je l'avoue. Pour le dire rapidement, en fait, j'étais invité en résidence avec la station culturelle et les rencontres internationales de photographie de Guyane. Une résidence d'un mois que j'ai fait sur la plus grande frontière de France, peu de personnes le savent, qui est entre la France et le Brésil, précisément entre la Guyane et le Brésil. Une frontière de forêt primaire, un fleuve en l'occurrence. Oui. On dit une frontière naturelle. Oui. C'est le fleuve Oyapock. Oui. Et c'était ma première résidence où je bougeais de Martinique, vraiment. Et donc je me suis vraiment documenté avant d'y aller sur les problématiques dans l'endroit. Il y a un pont très très particulier qui est peut-être l'un des seuls ponts au monde à ne pas réunir des gens. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de prendre une problématique, de l'extraire et de la traiter comme on le fait souvent en photographie, justement. Et moi, ce que j'ai choisi, c'est de dire que ce lieu, il était opaque. Il était pétri de contrastes, de complexité. Et que cette opacité, je veux dire, j'ai décidé de l'assumer. Et dire, à l'instar de ce fleuve complètement opaque qui passe au milieu, qui est une frontière, mais aussi un lieu d'échange et de concentration, comment dire, les gens se sentent comme étant habitants du bassin de l'Oyapock et pas juste des deux pays, justement. J'ai essayé de parler du paysage dans la dimension, dans ce qu'il pouvait avoir d'opaque, c'est-à-dire dans mon rapport à l'opacité du paysage, et dire que c'est complètement OK. Donc on tombe très naturellement, ce n'est pas absolument volontaire, sur le concept d'opacité chez Glissant, et que je mets en connexion, en dialogue avec l'opacité dans la photographie. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. À l'inverse de la peinture, où on part d'une page blanche et on peut arriver à une forme de transparence, où on va représenter quelque chose de façon très fidèle, la photographie fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on a d'abord la transparence en photographie. C'est-à-dire que le sujet va apparaître, le référent. Et on révèle les contrastes ensuite. Très naturellement. Et moi, j'essaie de ramener de l'opacité dans la photographie également. Troisième série visible de cette exposition, Linéamment, donc un portrait de la Martinique réalisé avec l'aide de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une vision un peu satirique de ton île paradisiaque? Est-ce que c'est une forme de critique? Ou alors est-ce qu'au contraire, l'IA, justement, te permet aussi d'aller plus loin, mais en montrant les bénéfices qu'on peut en retirer peut-être? Je ne me situe pas sur ce partage entre bénéfices, risques, etc. Moi, le point de départ là-dessus, c'est vraiment de dire que l'intelligence artificielle partage beaucoup avec la photographie. Encore une fois, pour revenir sur cette question du paysage, c'est pas comme si qu'on prend une photographie, on était juste en contact avec le dit réel, justement. Pour prendre une photo, il y a des règles, on vient cadrer quelque chose, donc il y a des schémas perceptifs. C'est-à-dire, si on fait un paysage en photographie, c'est parce que des peintres, des centaines d'années plus tôt, ont décidé de peindre le paysage d'une certaine manière. Et d'ailleurs, même quand on regarde les stories Instagram, on retrouve cette composition du paysage, très souvent le cocotier, etc. etc. Donc c'est un schéma. Les fameuses lignes de fuite. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a des codes qui sont finalement très précis. S'il y a un paysage, parce qu'on nous a dit, entre guillemets, comment il fallait voir un paysage. Et donc, c'est-à-dire qu'on a digéré beaucoup de codes et qu'on vient réappliquer quand on prend une photographie. Et finalement, avec l'intelligence artificielle, c'est à peu près le même process. Avec une note en plus qui est justement, moi, un espèce de malaise que je ressentais avec ça. Mais le postulat, c'est de dire, dans cette démarche, dans une démarche artistique, pas sociale, etc., mais artistique, l'IA, c'est vraiment un outil comme un autre. Et donc, je le prends pour ce qu'il peut apporter, vraiment. Cette série Linéamment, tu l'as déjà exposée à Bruxelles cette année, après avoir participé à de nombreuses expositions individuelles et collectives à travers la Caraïbe. Ton travail commence aussi à dépasser nos frontières, tes frontières natales. Quel regard le public d'ailleurs, là en l'occurrence le public européen, porte sur ton travail, en sachant aussi que donc, toi tu touches quand même à l'insularité, tu touches aussi à la thématique de la colonisation, tu dresses aussi justement les fameux ponts entre paysage et colonisation. Quel regard ce public-là porte sur ton travail? Pour l'instant, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas un regard vraiment différent de celui qui est porté ici. Dans le sens où, alors j'ai certainement beaucoup de chance, mais dans les échanges que j'ai pu avoir, que ce soit à Paris ou à Bruxelles, finalement il y a une grande diversité dans ces échanges. Il y a, pour parler de Linéamment justement, il y a des gens qui ont vu
des clichés, qui ont vu une critique. Il y en a d'autres qui ont été ramenés à ce côté paradisiaque, etc., et qui l'ont trouvé très très beau, un rapport à la peinture dans ces petits Polaroids, etc. Et finalement, oui, j'ai eu beaucoup de choses différentes. Des gens qui ont vu de la beauté, de la violence dedans, etc. etc. Et je dois dire que cette diversité, je la retrouve aussi quand je présente mon travail en Martinique. Et c'est quelque chose dont je suis assez content, justement, quand j'ai pu exposer, que ce soit au Salon Unrepresented à Paris ou à Bruxelles. L'enjeu principal, enfin, certes, mon travail est ancré en Martinique, parce que c'est ici que je crée, que la photographie, c'est un médium très situé. Mais l'enjeu n'était pas que je sois martiniquais. C'était les enjeux de l'image, justement, de l'expérimentation de l'image, de ce qui était représenté. Et ça, je suis assez content de ça. Et en sachant que pour la petite histoire, à l'époque, enfin à l'origine, tu ne te destinais pas à la photo, mais plutôt à la musique. Et c'est d'ailleurs lors d'un projet musical qui a nécessité la réalisation d'une vidéo que là, on peut le dire, tu es aussi tombé amoureux de l'image. Tu n'as d'ailleurs pas complètement tourné le dos à la vidéo, puisqu'on va apercevoir, tu as récemment réalisé un clip, la captation, si on peut dire, d'un duo avec la danseuse Yael Réunif. Est-ce qu'après le boîtier, tu te vois prendre la caméra, peut-être, à l'avenir? Bah, à vrai dire, je ne sais pas comment le penser, mais c'est vrai que je ne ressens pas ces limites de façon si marquée. C'est vraiment, j'ai commencé par la musique pendant des années, ça m'a amené vers la vidéo m'a amené vers la photo, et ces trois dimensions restent encore actives dans l'exposition. Justement, il y a 2 œuvres vidéo. Et une composition sonore qui va avec. Et pour moi, ce sont des choses qui sont tout à fait complémentaires. Qui se répondent en tout cas. Alors, de la pellicule à la toile, tu as souhaité nous parler du peintre expressionniste américain Mark Rothko, bon, même si lui-même n'aime pas d'ailleurs du tout être catégorisé, et de sa toile intitulée « Noir rouge sur noir sur rouge ». Toile qui est visible au centre Pompidou à Paris. Ah, qui ne l'est plus. Il est fermé, le centre Pompidou. Ah oui, voilà. Bon, enfin, en tout cas, qui est entre les murs du centre Pompidou. C'est vrai que les aplats de peinture de Rothko sont réputés pour happer le spectateur. C'est souvent ce qu'on dit de sa peinture. Est-ce que c'est ça aussi qui te plaît dans son travail? Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment, moi, je l'ai choisi, c'est un classique parmi les classiques, mais c'est juste j'ai un rapport assez intime à cette œuvre en particulier, parce que moi, j'ai découvert Rothko depuis la Martinique, donc sur un ordinateur, avec tous les discours dithyrambiques qu'il y avait dessus. Et c'est un travail qui m'a plu d'emblée, en l'occurrence, mais je l'ai vu sur un ordinateur. Et à chaque fois que j'ai été à Paris, sur une assez longue période, j'allais au centre Pompidou me poser devant cette œuvre et essayer de comprendre justement quand on parle d'une œuvre qui peut nous happer, etc. Et elle m'a beaucoup résisté, en l'occurrence. Je suis resté beaucoup de minutes devant cette œuvre comme ça. Et ce que j'en ai tiré, c'est... Il y a quelque chose qui s'est joué, j'ai beaucoup de mal à mettre des mots dessus aujourd'hui, mais presque d'une espèce d'inversion, où à un moment, c'est très imagé de le dire comme ça, j'avais presque le sentiment que c'était plutôt l'œuvre qui me regardait que moi qui la regardais. Et ça m'a, il y a quelque chose de l'ordre d'un effort à aller vers l'œuvre que j'en ai retiré, que je trouve très intéressant. Et on arrive à des endroits qui sont, pour le coup, les moments que vraiment, pour moi, le Rothko, cette période classique de Rothko, du coup, c'est comme des cathédrales sans Dieu. Je ne sais pas comment le décrire, mais c'est quelque chose de très fort, mais un effort à faire d'abord. Et en tout cas, pour découvrir les tiennes de création de Jordan, donc le public a jusqu'au 13 décembre pour découvrir ta nouvelle exposition. Personne n'entre dans le bleu du monde sans y être initié. Ça se passe à Tropicatrium. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.